J'ai fait des tas d'examens sanguins. C'est peut-être le diabète, me disait le médecin. Non. Peut-être un déséquilibre hormonal. Non. Pendant ces années, je me posais des tas de questions, j'en faisais des cauchemars, mon couple partait en vrille, ma mère voulait des réponses et moi aussi. Tant qu'à faire. Ensuite, voilà. Par ailleurs, une loi était passée nous obligeant à passer par le médecin traitant avant de consulter un spécialiste. Donc j'attendais bêtement que mon médecin se décide enfin à me diriger vers un confrère. Un jour, au bout de 7 ans d'incertitude, de questionnement, de reproches, et un nouveau foyer apparu, sous la poitrine, j'en ai marre d'attendre, j'ai pris un rendez-vous chez le dermatologue. En juillet 2009, la consultation chez le dermatologue était assez folklore aussi. Je lui parle de mes boutons et lui montre. Il ne dit pas un mot et va prendre une grosse encyclopédie sur son étagère. Il feuillette toujours sans dire un mot. Pendant ce temps-là, je comptais les secondes et me demandais à quelle sauce j'allais être mangée. D'un coup, il me dit « Oui, c'est la maladie de Verneuil » et me montre des photos de plaies identiques aux miennes sur son gros livre. Il ne dit toujours rien et farfouille maintenant des magazines posés sur son bureau. Il se met enfin à me parler. Il y a un nouveau protocole, j'ai vu ça dernièrement, ça doit être là quelque part. Je ne comprends toujours pas de quoi il parle. Ça y est, dit-il, je vous mets sous dalacine et rifadine à prendre 2 fois par jour et de la fusidine à mettre sur les boutons. Là, je me lance, oui, mais c'est quoi cette maladie? Il me répond le plus sereinement possible, c'est une maladie génétique et incurable. Ah, je suis servie avec ça. À peine de retour chez moi, je cours sur l'ordinateur et tape maladie de Verneuil. Et là, je tombe en général, et c'est plutôt la FRH en premier et nous en second, sur le site de VMMV. C'est grâce à ce site, à celui de la FRH, que j'ai pu en apprendre davantage sur la maladie et dialoguer avec d'autres malades qui m'ont donné des conseils. À la même époque, mon père apprenait qu'il avait un cancer du foie. Il nous quittera 3 mois plus tard. Stress aidant, j'ai eu mes plus grosses crises à ce moment-là. En décembre 2009, j'ai fait une première poussée à la fesse gauche. Je me retrouve en urgence à l'hôpital où ils me font une anesthésie locale, un coup de scalpel et m'échangent pendant 1 mois. À peine cicatrisée de la fesse, la douleur sous l'aisselle droite est toujours aussi intense, malgré les antibiotiques pris non-stop depuis juillet. Le dermatologue décide de m'envoyer chez un confrère pour une opération. Là encore, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un chirurgien spécialisé dans les voies digestives. Quel rapport avec moi? Mes intestins vont bien. Le chirurgien connaît très bien la maladie et prend le temps de m'expliquer les différentes possibilités. Il va me faire une exérèse large au niveau de l'aisselle, cicatrisation par méchage à ciel ouvert. L'opération a lieu le 19 juillet 2010. Janvier, pardon. Je reste à juillet, non. Tout s'est bien passé. Au réveil, j'ai le bras complètement engourdi, je ne sens rien. L'infirmière passe pour changer le pansement. Elle enlève le pansement et là, je la vois changer de couleur, puis elle prend une grande inspiration et s'applique à changer le pansement. « Vous n'avez pas mal ?» me demande-t-elle. « Non, mon bras est comme mort, je ne sens rien. » Le lendemain, je sors avec un courrier pour mon médecin qui me fait une ordonnance pour un infirmier. Le médecin décolle un coin du sparadrap, change lui aussi de couleur et recolle vite fait le sparadrap. Il retourne à son bureau et dit « Vous avez un trou de la taille d'une grosse pomme. » Il mord avec ses grosses mains un truc énorme. Après 2 mois de méchage quotidien, la plaie est totalement cicatrisée. Quand le bras s'est réveillé, les douleurs ont été intenses, mais bien shootées, ça a été. À peine remise de mes émotions, le chirurgien me fixe un nouveau rendez-vous pour attaquer le pli inguinal. Je suis en panique totale. Si je suis immobilisée de la même manière au niveau de la jambe, je ne pourrai plus rien faire. Il m'explique qu'il va faire le même que pour le bras, mais comme c'est étendu, il va tenter de faire 2 petits trous plutôt qu'un énorme. L'opération a lieu fin mars. Arrivé au bloc, l'anesthésiste m'explique qu'il préfère me faire un rachis, parce que j'ai une trop petite bouche, me dit-il. Allons-y, mais avec un petit shoot, pourquoi
Allons-y, mais avec un petit shoot pour que je sois sur une autre planète parce que je stresse trop. L'opération se passe bien. Je vois passer la tête du chirurgien au-dessus du champ qui me cache la vue. Et il me dit, je vais mettre des fils, ce sera mieux pour vous. Effectivement, c'était mieux. Je marchais comme une grand-mère, impossible de me baisser ou de faire de grands mouvements avec les fils, mais nettement moins mal que pour le bras. Ça fait un mois de ça et c'est pratiquement cicatrisé. Je revois le chirurgien dans quelques jours, mais je crois que je vais faire une petite pause avant d'y repasser et reprendre un peu le boulot. Sylvie. Là, on ne sait pas encore ce que ça mange l'hiver, mais on va savoir. À première vue, elle va nous expliquer qu'il existe un ensemble de techniques pour retrouver ou entretenir sa joie de vivre. Et quand on a la verneuil, il faudra mieux sachez le sourire avec. Marie-Laure, s'il vous plaît. Voilà, donc moi je vais être sans doute la seule intervention non spécifique, hein, puisque je ne m'adresse pas particulièrement aux gens malades, je m'adresse à tout le monde, et expliquer ce que c'est la rigologie. Dedans tout le monde entend un peu rigolo, tout le monde entend un petit peu rire, et on a des fois entendu parler un petit peu du yoga du rire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de yoga du rire, pas du tout, comme ça sera pour tout le monde l'explication. Le yoga du rire, c'est quelque chose qui a été inventé par un médecin indien, qui s'appelle Madame Kataria, ça date à peu près de 1995. Donc il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur tous les bienfaits du rire. Il y a une bibliographie qui est impressionnante, hein. Moi, j'en ai vu un petit peu mais pas grand-chose. Et dans les constantes qu'on va retrouver, eh bien, on va retrouver tout ce qui se passe au niveau de donc, anti-stress, anti-douleur. Dans les études qui ont été faites, on va découvrir aussi qu'au niveau immunologie, ça fait beaucoup de bien. On va retrouver des tas de données intéressantes. Les scientifiques se sont beaucoup penchés sur le rire à partir de l'expérience d'un monsieur qui s'appelle Norman Cousins et qui avait une maladie assez épouvantable aussi, qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Voilà. Et ce monsieur, qui était journaliste scientifique au départ, et s'est rendu compte, il était hospitalisé, et quand il avait des amis qui venaient le voir, qui le faisaient rire, qui lui racontaient des histoires drôles, etc., et bien s'il avait bien ri pendant cette visite-là, la douleur se calmait et il pouvait dormir plus facilement. Il avait bien 2 bonnes heures derrière où ça se passait beaucoup mieux. Donc son idée, elle a été la suivante, c'est de proposer à tout son entourage, plutôt que de venir leur raconter leur petit malheur quand ils venaient le voir, de leur amener des cassettes vidéo drôles, de leur raconter des histoires drôles, de le faire rire. Et puis il a poussé ça très loin et il a eu la chance d'être suivi par son médecin. Il s'est dit, on va jouer le jeu à fond et on va faire ça presque 24 heures sur 24. Et il s'est fait une cure extraordinaire de rire et de vitamine C à haute dose. Il a arrêté le reste, vitamine C à haute dose, et rire. Il s'est mis dans une chambre d'hôtel, il s'est loué des cassettes vidéo, etc. Et il a décidé, parce qu'il y a une part de décision aussi, d'aller vers le rire, de rire volontairement. Voilà. Et alors ce monsieur-là s'est guéri, apparemment, de cette fameuse spondylarthrite ankylosante. Et c'est là que le milieu médical a commencé à s'interroger sérieusement sur la question, et ça a déclenché une foule d'expériences qui ont été faites. Et bon, là on peut aller voir la bibliographie, il y a des tas de gens, il y a entre autres M. Rubinstein qui a écrit La psychosomatique du rire, il y a des gens qui ont écrit des livres très très sérieux, un peu rébarbatifs des fois d'ailleurs, pour des livres sur le rire. Mais bon, c'est très documenté, si on veut aller plus loin, on peut aller fouiller plus loin. Voilà, donc ça c'est le yoga du rire. Alors moi j'ai été formée au yoga du rire, mais j'ai été formée à la rigologie. La rigologie, ça va un petit peu plus loin que le yoga du rire. La femme qui a créé la rigologie, c'est une Française qui est allée se former en Inde auprès de Madame Kataria, qui a trouvé ça génial, qui est rentrée, qui a créé son club du rire. Et quand elle a créé son club du rire, elle s'est rendue compte que certes, il y avait des gens pour qui ça se passait très bien, qui riaient comme des fous et qui étaient très heureux de revenir toutes les semaines. Puis il y avait des gens où ça se passait beaucoup moins bien parce que peur du ridicule, parce que j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas et le voisin y arrive, parce que de quoi on a l'air, parce que qu'est-ce que vont dire les gens après. Et elle s'est dit là, avant de proposer ça à ces personnes-là, il va falloir les accompagner un petit peu plus, un petit peu en amont, pour qu'elles puissent se lâcher au point de rire de cette façon-là. Et bien on va les faire respirer. On va leur proposer aussi des exercices d'ancrage, essayer de sentir un petit peu plus leur corps, essayer de prendre conscience un petit peu de leur tension, essayer d'évacuer des tensions. On va faire des exercices d'évacuation des tensions, on peut faire un si vous voulez tout à l'heure. On va aussi aller voir un petit peu, c'est très difficile quand on touche au rire, on se rend compte que très souvent
si on ouvre la porte à l'expression des émotions chez quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup d'habitude, on va peut-être avoir une crise de rire, mais elle va peut-être tourner en crise de larmes. Et ça, c'est un grand classique dans les séances. Moi, j'anime des séances hebdomadaires, donc où les gens viennent, comme on va faire du yoga, ou comme on va à la piscine, ou autre chose. Et c'est un grand classique que dans les premiers temps, eh bien, gros fou rire, gros rire, et puis, ah, tiens, d'un coup, émotion, et... Alors évidemment, quand on ouvre la porte, ça ne fait pas forcément le tri derrière. Et quand on dit que le mécanisme est très proche, du rire aux larmes, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc on se rend compte que c'est difficile de toucher au rire et de faire une démarche un petit peu profonde dans l'accompagnement sans aller voir aussi du côté des autres émotions. Donc Corinne Cosson a eu le mérite, on va dire que c'est une femme qui est un vrai bulldozer, qui a une énergie phénoménale. Et elle s'est dit, il faut autour de ça rajouter plein de choses. Donc elle a rajouté des respirations, je disais, de l'ancrage, du travail un peu sur la conscience corporelle, et puis elle a rajouté quelque chose qui s'appelle la sophrologie ludique. Alors, tout le monde connaît la sophrologie. La sophrologie ludique, au départ, c'est Caicedo, le créateur de la sophrologie, enfin le grand ponte, on va dire, de la sophrologie, qui a chargé deux personnes qu'il avait formées à la sophrologie, qui s'appellent Claudia Sanchez et Ricardo Lopez. C'est rare que je ne me trompe pas en disant leur nom parce qu'ils se ressemblent. Et donc il leur a proposé de travailler sur une mission un peu particulière. Il voulait amener la sophrologie à des gens qui n'iraient pas la chercher en cabinet. Et il pensait à l'époque, entre autres aux jeunes des quartiers difficiles de Bogota. Et donc il leur a dit, il faut trouver un truc où on n'explique pas aux gens ce qu'on fait, où ça c'est pas sérieux, etc. Mais de manière ludique, on va leur faire de la sophrologie. Voilà, on va faire aussi des petites choses autour de l'estime de soi, autour de la valorisation, autour de la confiance en soi. Et là, pour ça, elle a eu une bonne idée, c'est qu'elle a introduit dans les techniques de la rigologie, elle a introduit des exercices d'initiation au théâtre, où on va par exemple proposer, travaillant sur les émotions toujours, on va par exemple proposer aux gens une petite phrase anodine, et on va leur proposer, on travaille en cercle, beaucoup en cercle, pour différentes raisons, entre autres parce que dans un cercle, tout le monde a la même place, et ça c'est une donnée importante dans le groupe. On va proposer aux gens de dire cette petite phrase, une fois sur le ton de la colère, une fois sur le ton de l'enthousiasme, une fois sur le ton de la tristesse, tout ça, et puis on va voir ce qui se passe. Alors c'est là qu'on va peut-être toucher à des choses qui peuvent être un peu délicates, et on va peut-être prendre conscience, on va peut-être repérer des choses bizarres, on va peut-être se rendre compte que, eh bien, même pour jouer, même dans un groupe où on est super bien, où tout le monde est bienveillant, on va beaucoup travailler aussi sur l'ambiance dans le groupe, pour que les gens se sentent en sécurité sur le plan émotionnel, eh bien, on ne va pas arriver à s'exprimer sur le ton de la colère. Alors, il peut y avoir des raisons très différentes à ça, il peut y avoir une question d'éducation. Comme beaucoup, hein, on n'a pas été éduqués, en général, quand on piquait une colère chez nous, c'était rarement... pas les applaudissements, on avait plutôt tu vas dans ta chambre, tu reviendras que ça ira mieux. Et puis ça peut être, donc si c'est que ça, à la limite on peut se rendre compte que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, eh bien, on ne s'autorise toujours pas à être en colère, alors qu'il n'y a plus papa maman derrière pour vous envoyer dans votre chambre. Et puis que la colère, eh bien, ma foi, c'est quand même une émotion, comme toutes les émotions, qui a une utilité, qui est là pour nous aider à vivre. En gros, la colère, elle est là pour nous aider à faire respecter notre espace vital. Hein, quand il y a une intrusion excessive des gens dans notre espace vital, et bien ma foi, la colère, elle est là pour ça, pour dire stop, là ça va plus, tu es chez moi, tu sors de là, etc. Ça, c'est le côté positif de la colère. Hein. Bon, ben c'est pareil, la peur, elle peut vous sauver la vie. Hein. Avoir peur d'un chien qui arrive en courant vers vous et qui se jette en montrant les dents, c'est plutôt une bonne idée, il vaut mieux se tirer.